Good morning, good morning. Je me rapproche légèrement. Voilà. Me voilà, j'ai voulu faire une vidéo ce soir parce que j'avais beaucoup de choses en tête et je pense qu'il y a des choses qu'il faut briser les tabous, il faut discuter. C'est des choses qui sont totalement importantes. Je sais pas, ça m'est venu comme ça et je me suis dit il faut absolument en parler. Et moi, ça va pouvoir me libérer, donc je vais parler de crise d'angoisse, je vais parler d'hypersensibilité, je vais parler de médicaments antidépresseurs, je vais parler de mon travail aussi. Je travaille en tant que travailleuse, en fait, dans un milieu handicapé. Je suis reconnue comme travaillante, enfin, comme je suis reconnue et... j'ai une reconnaissance handicapée et je travaille dans un milieu handicapé, une structure qui accompagne des gens qui sont pas fous. Voilà, c'est le premier terme. Ils ne sont pas fous, ils sont comme tout le monde, mais ils ont eu des parcours de vie différents. Des parcours de vie, je pense qu'il y a des parcours de vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et il y a ce genre de structure où l'on peut travailler. Nous sommes accompagnés et surtout, heureusement qu'il y a ce genre de structure. Vraiment heureusement, parce que je ne sais pas où nous serons. On aurait été... un handicap, c'est très vague. C'est très vague. Par exemple, on va dire que je conduis, je n'ai pas ma voiture aujourd'hui, je ne peux pas aller au travail, j'ai un handicap. Voilà, c'est très vaste. Je suis handicapée parce que je ne peux pas aller au travail. Mais là, nous parlons d'handicap totalement physique. Ça existe quasiment plus aujourd'hui, les handicaps physiques. Enfin, là où je travaille, ça n'existe très peu. C'est surtout des handicaps mentaux, vraiment des handicaps, des parcours de vie très très durs. Je ne connais pas les parcours de vie de mes collègues, mais je voulais parler de tout ça parce que je n'ai pas honte. Au contraire, je n'ai absolument pas honte du milieu dans lequel je travaille. C'est quelque chose que je n'ai jamais caché. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu cacher. J'ai toujours dit que je travaillais, par exemple, quand je m'inscrivais à la salle de sport, je travaille à l'ESAT. C'est ce qu'on appelle, voilà, on appelle ça un ESAT. C'est un établissement non, je ne sais, je pourrais pas vous dire le sigle, mais c'est un établissement qui englobe plusieurs personnes qui ont eu des traumatismes, que ce soit physique ou mental, et qui nous permettent de travailler. Parce que on a le droit de travailler nous aussi, et ça ne change pas au fait que nous pouvons travailler. Voilà. Donc, je ressors mon coca. Pour moi, c'était tellement important. Je sais pas pourquoi j'avais envie de me livrer à vous comme ça. Parce que je me dis que, bah voilà, je commence à avoir une petite famille et je sais qu'il y a des fidèles. J'ai des fidèles parmi vous. Franchement, merci beaucoup, je vous aime. Merci vraiment pour votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et là, j'avais envie que vous me connaissiez un peu mieux. Et surtout que j'espère cette vidéo deviendra un petit peu plus virale parce que on n'entend pas parler des ESAT, des milieux pour personnes handicapées qui travaillent. On travaille comme tout le monde et croyez-moi, on en chie autant que vous. Donc c'est pour ça. Je vais commencer, je vais faire mes soins. J'ai envie de faire mes soins en même temps. Je vais pas vous dire mes soins car tout simplement parce que vous les connaissez et voilà. Je vais dire moins de j'espère, dans cette vidéo. J'ai dormi. Donc ça va. Mais la dernière vidéo, c'est impressionnant à quel point je dis à chaque fois. Et ma mère, en fait, tout le temps, quand elle parlait, et surtout au téléphone, t'avais des longs... Alors, bah, je suis sa fille, hein, donc c'est tout simple que ça. Alors,
Je ne vais rien vous raconter de privé sur ma vie parce que ça me regarde moi. Mais je vais vous parler de ce qui m'a amené tout simplement à faire cette vidéo, à essayer de faire comprendre aux gens. J'ai légèrement froid, on se croirait même pas en été, mais bon. Je me suis mise en cocooning. Donc, la première chose durant ma vie, je pense quelque chose qui a été tragique pour moi, c'est le décès de mon papa. J'avais 12 ans. Je ne vais pas dire dans quel milieu de famille j'ai vécu. On a notre parcours, on a tous notre parcours de vie. Je ne dis pas qu'un parcours de vie est plus dur qu'un autre. Chacun a son parcours de vie. Voilà. Chacun a son parcours de vie. Ça fait partie de nous. Mais je pense que ça a commencé réellement à la mort de mon père. J'ai perdu mon père, quelqu'un de... Non, ne pleure pas. Quelqu'un qui m'était absolument cher à mon cœur, en qui je pouvais me reconnaître. Je le suivais partout, j'étais en admiration envers mon père, malgré peut-être certaines personnes qui pourraient ne pas le comprendre dû à comment il était. Mais j'étais plus en sécurité avec mon papa. Voilà, tout simplement. Quand j'étais petite fille, et que je vivais avec ma maman et mon papa, hein, je précise. À ce moment-là, bah, j'avais plus de sécurité avec mon papa. C'était vraiment mon papa, c'était mon amour, c'était toute ma vie. On va essayer de pas être sensible à cette vidéo. Allez, endure-toi, hein. Et malheureusement, il est parti. Et à ce moment-là, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu... je recommence avec mes E, excusez-moi. Ça va être ma marque de fabrique de ma chaîne. Hein. Allez, on va dire ça comme ça. C'était quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer, sur qui, bon, il n'était pas parfait, personne n'est parfait, aucun papa n'est parfait. C'est vraiment... Personne n'est parfait. Voilà, tout simplement, je veux dire... voilà, il a eu son parcours de vie, tout simplement. Et personne n'est parfait, malheureusement. Et c'est là que sont apparues mes premières crises d'angoisse. À mon adolescence, j'ai dû commencer à en faire vers l'âge de 14 ans. Ça a été très très compliqué parce que ce sont des crises d'angoisse qui ne sont pas celles que j'ai actuellement, bien que j'en ai presque plus, ce qui est très très bien. Je vis une vie heureuse, voilà, je n'ai pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir ces crises et je ne savais pas que c'était des crises d'angoisse. Malheureusement, j'avais des fortes douleurs à l'estomac. Je ne faisais que vomir. Désolée pour ceux qui mangent, mais je ne faisais que vomir. En gros, je me vidais. J'avais besoin d'extérioriser jusqu'à ce que vienne où t'as plus rien dans l'estomac et du coup tu vomis de la bile. Mais quand t'as plus de bile, je vous raconte pas à quel point ça peut faire mal. J'ai eu des crises comme ça pendant très longtemps. Ça m'a duré vraiment très très longtemps. C'était assez violent. Je pense que pour ceux qui peut-être ont connu cette partie de ma vie, voilà, elle était là, mais voilà, j'avais vraiment des douleurs et tout. Je pensais que c'était dû au coca parce que j'étais déjà accro. Je ne savais pas ce que c'était. C'était de l'angoisse. Je faisais de l'angoisse, mais j'avais mal au ventre. Et du coup, je me vidais. Et c'était involontaire, tout simplement. C'était totalement involontaire. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Et jusqu'au moment où j'ai trouvé un médicament qui... ce n'est pas un médicament pour le stress, rien. C'était un médicament, c'était le Gaviscon, qui existe toujours, et qui me faisait vraiment grand effet. Je pense que c'était totalement psychologique, mais totalement, hein. C'était totalement psychologique, ça me faisait un bien fou, et
tellement j'avais peur de refaire ces rejets que je prenais un Gaviscon tous les soirs jusqu'à ce que ça soit arrêté et que je n'ai plus eu ces crises. Pendant des années, j'étais tranquille. Vraiment, pendant des années, j'ai été très très tranquille. Je ne vais pas vous raconter mon adolescence. Je ne vais pas raconter ma mère. Je ne vais pas raconter comment j'ai vécu. Non, c'est privé. C'est vrai que je veux garder quelque chose de privé. Mais je veux vous montrer où ça a pu m'amener par la suite. J'ai commencé à avoir l'âge de 17 à 18 ans. Je pense que c'est vraiment... Et là, j'ai recommencé à avoir de l'angoisse, mais de façon très forte et très, 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 très violente. C'était totalement différent. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu tout seul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma mère avait ce genre de crise. Elle était totalement en crise d'angoisse tout le temps. Elle était tout le temps anxieuse. Donc, dès que je l'avais au téléphone, elle était anxieuse tout le temps. Dès que je la voyais, elle était anxieuse. Donc forcément, après certains diront que c'est les gènes, je suis totalement d'accord parce que je pense, bah voilà, je suis la fille de ma mère et forcément, bah il y a des gènes. J'essaye de tout faire pour avoir une vie meilleure, tout simplement une vie meilleure. Je crois que je réussis. Petit à petit, et j'ai une vie meilleure. Je suis comblée aujourd'hui, voilà. Mais je vais faire un petit masque, hein, celui de la Corée. J'essaie de me faire des pauses, excusez-moi. C'est pas facile de parler de ça et surtout... de me dire que je vais poster ça, mais ça va me faire un bien fou, vraiment un bien fou. Je reprends mon petit miroir, comme j'aime l'appeler. Donc, je commençais à refaire des crises, mais tellement violentes. Alors, c'était pas du tout des crises comme à l'époque. J'avais totalement mal au côté du cœur. C'était vraiment des crises qui enveloppent totalement le corps. C'est quelque chose de très douloureux pour ceux qui font des crises d'angoisse. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a tellement de gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas et qui ne sachent pas ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut vivre par rapport à ces crises d'angoisse. C'est quelque chose de tellement fort qui nous dépasse. Tu rentres dans une sphère où tu dis mais je vais pas m'en sortir et en fait moi je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, d'extrêmement buté. Donc si je veux que ma crise parte, bah ça sera mon corps qui va le décider. Ce sera mon corps qui va décider de la déclencher parce que je suis très très butée. Donc j'encaisse jusqu'à ce que ça pète. Et après, au bout d'un moment, ma crise, donc, je vais vous la décrire exactement comment je pouvais la ressentir à l'époque. Ce qui était extrêmement, extrêmement violent. Vraiment, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut faire mal. Ça peut faire mal et vous voyez en fait, vous vous décomposez. C'est totalement horrible. Je le souhaite à personne. C'est vraiment horrible. Donc, je commençais à avoir des palpitations très fortes pour moi. Ce qui ne veut pas dire très fortes pour les urgences ou pour... non, mon cœur va très bien. Voilà, mais c'est des palpitations qu'on ressent. Je pense que vous avez tous eu des palpitations dans votre vie. Et c'est pas agréable quand vous le ressentez dans tout votre corps, dans votre tête, dans vos... partout. C'est horrible. Et quand vous sentez que ça boum, 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 et ben ça vous fait anxiété encore plus. Ça vous rend anxieux encore plus, donc c'est encore pire.
Après, j'ai toute la partie côté, enfin, vers le cœur, côté ici, vous voyez toute cette partie qui est totalement bloquée. C'est pas quelque chose que je souhaite. Les crises d'angoisse ne sont pas sur commande, ne se demandent pas. Ça vient tout seul. Moi, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose que je demande pour attirer l'attention ou que sais-je. Voilà. Ça, c'est dit. C'est vraiment important de le dire parce que voilà, il y en a un, fait des crises d'angoisse, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. Mais je les bafferais, ces gens-là. Franchement, je les bafferais. C'est dans votre tête, c'est dans votre tête. Mais sérieux, vous croyez que c'est si simple d'arrêter une crise? Mais sérieusement, pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous pensez que en disant c'est dans ma tête, boum, pouf, ça disparaît comme par magie? Non, ça a gâché des moments horribles dans ma vie. Ça a gâché des bons moments. Je suis totalement dégoûtée par des moments que j'ai vécus qui étaient des moments de bonheur parce que mon problème, c'est que je n'arrive pas à doser mes émotions. C'est totalement difficile. Maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais j'ai encore du mal à des moments, voilà. J'ai été voir Eddie de Préto il y a pas longtemps en concert. Et j'étais là, calme-toi. Ça va bien se passer parce que j'aime Eddie de Préto, c'est mon chanteur préféré. Je l'aime, je l'admire, je lui voue un amour sans nom. Donc voilà, j'ai mon cher et tendre qui m'a offert ça pour mon anniversaire. J'étais là, voilà. Donc c'est quelque chose. Voilà, j'ai été voir, je me rappelle, les Ellie J à l'époque. Bon, on n'entend plus trop parler d'elle. Je me rappelle que j'ai dû sortir parce que je commençais à faire une crise. Tout simplement parce que j'ai été débordée par mes émotions. C'est un trop plein d'émotions. Je suis hypersensible. On va parler de cette hypersensibilité aussi. Je suis hypersensible, hyper émotive. C'est quelque chose... c'est pas fun, quoi, franchement. Et j'ai un côté très dur parce qu'on m'a endurci. Ce que je remercie, vraiment, on m'a endurci totalement. Je sais me débrouiller toute seule. On m'a totalement endurci. On m'a montré un chemin de vie où il fallait que j'apprenne et que je sache me débrouiller toute seule. Et ça, c'est quelque chose de très très bien. Maintenant, voilà, si je devais habiter seule, j'aurais aucun problème. Je n'ai aucun problème avec la solitude non plus. Justement, j'ai un côté un peu insociable. Je ne suis pas quelqu'un d'ouverte. C'est pas que je n'aime pas les gens, c'est que je trouve les gens totalement égoïstes, totalement centrés sur eux-mêmes et totalement matérialistes. En fait, ouais, j'ai beaucoup de mal avec les gens. J'ai trop de mal en fait. J'ai trop de mal quoi. J'arrive pas à avoir des liens en fait. Voilà, j'ai pas de bande. Je n'ai pas de bande d'amis. Avec mon copain, nous allons pas en soirée ou en boîte pour boire des coups et tout. Non, parce que moi déjà, je ne suis pas extrêmement sociable. Je suis plutôt quelqu'un... fichez-moi la paix quoi. C'est tout, fichez-moi la paix. Je mets mes écouteurs et fuck, foutez-moi la paix. C'est comme ça. Et au boulot, on le sait bien. J'ai eu des périodes plus dures que d'autres dans le sens où j'avais vraiment envie d'être toute seule. J'étais vraiment toute seule. Soit j'emportais un bouquin, soit j'étais constamment avec mes écouteurs. Qu'on me foute la paix, tout simplement. J'ai besoin de ce cocon solitaire. C'est vraiment ce qui me rassure et je suis fille unique, donc bon, ça ne m'a jamais manqué, je ne crains pas la solitude, ça ne m'a jamais manqué et la solitude ne me pèse pas, contrairement à ma mère qui avait peur de cette solitude, qui restait totalement... qui avait besoin de m'appeler 36 millions de fois par jour pour ne pas être seule. Moi, j'ai ce côté où vraiment j'aime être seule. J'aime avoir mon cocon, j'aime vraiment cette solitude.
Donc, je repars avec mes crises d'angoisse. Excusez-moi, je m'éparpille parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, c'est une douleur qui remonte tout là. Vous avez énormément de bouffées de chaleur. C'est intense. Et ce qui est horrible, c'est que moi, tellement j'ai la tête dure et faut y aller pour y aller là-dedans. Hein, faut y aller. Hein. Et ben, ce sont des crises qui étaient H24. H24, je subissais des crises. Je crois que la durée la plus longue que j'ai subie en termes de crise, donc je parle de matin et nuit, c'était 3 semaines. C'était des cycles qui pouvaient durer 1 semaine, 2 semaines. Et j'ai eu le big truc qui a duré 3 semaines. Là, j'en pouvais plus. C'est quelque chose qui t'épuise. C'est quelque chose qui, à la fin, moi, j'ai pas de honte à le dire. Hein, je prenais ma Bible, je la serrais parce que j'avais besoin de quelque chose qui me réconfortait. Et je suis très croyante. Je ne pratique pas, mais je suis très croyante. Voilà pourquoi j'ai tout le temps ma croix. Je voulais absolument m'acheter une croix. Dans certains côtés de ma famille, la religion n'existe pas. Mais moi, je suis excessivement croyante. Donc, mais je ne pratique pas. Donc, je ne pratique pas, mais des fois, j'allais dans des églises. J'ai chaud maintenant. Voilà, je vous explique et tout. Et maintenant, j'ai chaud. Attention, streptise. Non, je rigole. J'essaye de détendre l'atmosphère. C'est assez lourd comme sujet. Donc, oui. C'est vraiment des périodes de cycle que je vivais et tu te décomposes totalement. Tellement tu as mal. Mais tu as mal. Tu as tellement mal que tu ne vis plus, tu ne dors plus. Ou alors très peu, tu te réveilles la nuit en crise. Tu ne manges plus. Ah bah moi, si je vais faire un régime, je fais une crise d'angoisse et c'est bon. Hein, je perds 5 kilos dans la semaine. Hein, c'est vite réglé. Vraiment... Tu ne dors plus, tu ne vis plus, tu manges. Il m'est arrivé à un moment, je ne l'ai jamais dit à personne, j'étais avec mon ex-compagnon et mon compagnon actuel est au courant. C'est que j'étais obligée de me nourrir avec des pots de bébé parce que je ne mangeais absolument rien. En fait, je ne me plains pas, hein. Attention, hein, je ne sais pas une vidéo de plainte, ce n'est pas une vidéo où je pleure sur moi-même, c'est une vidéo d'explication et c'est une vidéo dans laquelle je partage mon expérience et je suis sûre que nous sommes beaucoup sur cette terre à vivre la même chose et beaucoup trop de gens sont là à dire c'est dans ta tête. Ah mais je les bafferais ces gens. Je vous dis pas à quel point je pourrais les baffer. Voilà, c'est dit. Donc, comment dire? Voilà, j'ai été obligée de me nourrir de pots de bébé. Donc, c'était un peu une honte quand même pour moi. Parce que je me nourrissais de plats de bébé. Mais il fallait que je mange parce que je ne mangeais plus. J'arrivais à une période où je ne mangeais absolument plus. C'était les débuts de ma relation avec mon ex-compagnon. Et j'étais totalement, je me rappelle, dû à mon excès de crise d'angoisse, j'avais totalement les lèvres ravagées parce que j'avais développé un énorme herpès. Sur toute ma lèvre, elle était en sang, c'était horrible. C'était très très moche. Ça me faisait un mal de chien, je n'arrivais plus à parler parce que ma langue gonflait. Donc c'était un pur bonheur. Mais je m'en sors à chaque fois, je suis vivante, je m'en sors. Parce que au bout d'un moment, ta tête, elle te dit, mais relâche-toi, là c'est bon, t'as assez souffert. J'ai l'impression que c'est ça en fait, Xani. Là, faut que tu te détendes, ma fille. Faut relâcher, là, c'est bon, tu peux relâcher. Et du jour au lendemain, soit on me donne une petite engueulade et ça va mieux parce que du coup je me reprends, ou alors ça passe tout seul. Donc, ce qui vient aussi de mon hypersensibilité, je suis extrêmement sensible. J'ai une hypersensibilité qui est énorme. Mais ce qui n'est pas courant, c'est que du coup, j'ai une évolution de vie où on m'a appris à être forte. Ce qui est très bien. On m'a appris à être forte et du coup, je n'arrive plus à pleurer. C'est très bizarre comme sensation. Des fois, j'ai envie de pleurer, ça reste là. Mais des fois, je dis à mon homme actuellement, mais j'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas. Et des fois, il est là, mais bon Dieu, tu vas pleurer, tu vas chialer un bon coup. Non, j'y arrive pas, c'est compliqué.
j'ai été totalement endurcie, ce qui est bien et oui, ça m'a endurcie parce que maintenant, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant et je suis totalement endurcie. C'est pas que là-dedans, c'est endurci partout, hein. Donc, je suis totalement endurcie et j'ai beaucoup de mal à montrer mes émotions. Ouais, énormément de mal. Mais vraiment. En fait, il faut que j'arrive à un stade de c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. Où, bah là, ça va péter. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'étais en surcharge émotionnelle. Il s'est passé un truc, mais tout con. Je suis tombée du lit. Et je me suis mise à pleurer. Et là, c'est sorti. Je me suis mise à pleurer. Ça m'a fait du bien. Et la vie est repartie. Des fois, mais un truc con comme ça, bah, je me suis mise à pleurer et c'était mieux, fallait que j'évacue. Je regarde aussi beaucoup de films, bon beaucoup moins actuellement parce que c'est pas le genre de film, pas du tout le genre de film de mon homme. Il n'aime pas du tout les films dramatiques, les films qui vont te faire pleurer. Et j'avais une période où je regardais beaucoup de ce genre de films pour évacuer justement parce que je n'y arrivais pas toute seule. J'arrivais pas à évacuer toute seule. Donc il fallait que je voie un film triste pour chialer. Donc c'était ça. Et ça marchait très bien, hein. Donc il n'y avait pas de problème, je pouvais évacuer. C'était très bien. Donc blablabla, j'ai mon parcours de vie, voilà, je me rappelle d'un événement où c'était un événement merveilleux, un événement mais magique en fait. J'ai été, je ne sais pas si vous connaissez le festival Musilac qui est totalement connu. À Aix-les-Bains, c'était merveilleux. J'allais voir un de mes groupes que j'adorais à l'époque. J'ai vu Saez, j'ai vu... en plus, j'étais au 2e rang. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai très mal vécu mon séjour. Très mal. Je mangeais très peu. Je ne sais pas si... Voilà, tu te reconnaîtras peut-être, Anaïs. Du coup, vu que tu étais avec moi, je dormais très mal. Je ne mangeais très peu. Je déjeunais quasiment pas. C'était totalement horrible parce qu'en fait j'étais tellement heureuse d'être là, mais j'avais un débordement d'émotions que je n'arrivais absolument pas à gérer, absolument pas. Je me rappelle que j'ai été à la croix, il y avait des stands de Croix-Rouge en fait parce que ça allait être bientôt le moment de nous placer. Donc j'étais trop en émotion, donc j'ai été voir la Croix-Rouge, je me sens pas bien. Pardon, excusez-moi, alors là, franchement, je suis mal polie. Je me sens pas bien, je fais une crise d'angoisse, aidez-moi, je sais pas, ça va pas. Et ça me fait chier d'avoir mal vécu cette expérience. Ce festival qui était totalement génial et j'ai très mal vécu. On était dans un hôtel, on a bien rigolé si tu te souviens. Quand même, on a eu des moments de rigolade, je pense que tu vois de quoi je parle. Si tu regardes ma vidéo, bien sûr. Franchement, mais ça a été très dur. Au moment du festival, j'étais au 2e rang et je souffrais ma mère. Je souffrais horriblement. Déjà, il faisait excessivement chaud, je ne supporte pas la chaleur. On était au 2e rang, c'était magique, mais magique. Mais je n'arrivais pas à profiter parce que j'étais en souffrance à l'intérieur, en souffrance émotionnelle. Et j'étais là, mais putain, mais pourquoi j'arrive pas à profiter de quelque chose de positif, bordel de merde. Excusez-moi, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive pas? Et c'est ce genre de choses qui me remonte un petit peu en émotion. Tout simplement parce que je n'étais pas encore assez dure et assez forgée comme je le suis maintenant pour pouvoir maîtriser mieux ces énergies positives et que je les transforme, que j'arrive à peu près à canaliser. Mais à ce moment-là, je me rappelle être rentrée du festival de Musilac et j'ai dû faire 1 à 2 semaines de crise d'angoisse
juste après. Parce qu'il fallait évacuer. Quand mon corps m'alerte, il m'alerte comme ça, il me dit t'encaisses trop là-dedans, je vais te faire comprendre qu'il faut que tu relâches la pression. Et là, tu souffres. Je sais pas quoi dire, ça me fait chier. Ça me fait chier d'être comme ça et d'avoir été comme ça, d'avoir vécu des moments de joie et de bonheur. Je me rappelle la première fois où bah voilà, je l'ai toujours considéré, voilà, c'était aussi voilà comme une sœur. Je parle de toi, Anaïs aussi, hein, bien sûr. Et la première fois que tu es venue à la maison, je me souviens, et je pense que tu dois te souvenir aussi, ou alors une fois quand nous sommes restés chez ma tante, ça a été un calvaire pour moi parce que j'étais tellement en joie, j'étais tellement en joie du bonheur qu'il y avait. C'était trop de bonheur et j'ai rendu ça horrible en fait comme expérience parce que j'étais totalement angoissée et je faisais des crises d'angoisse à rappel. J'étais très malade, je mangeais très peu. Dès le matin que tu te réveilles, c'est horrible quoi, Bref, je ne vais pas m'étendre, je crois que j'ai assez parlé de mes crises d'angoisse et c'est là qu'est venu vers l'âge de 18-19 ans, je pense, où j'ai été sauvée parce que là, il a fallu prendre des médicaments. Là, je n'avais pas le choix, c'est quelque chose que ça me fait chier d'avoir un traitement. Franchement, ça me fait chier parce que je le vis, j'ai 31 ans. Et bah ça fait 20 ans que je prends des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques. Donc j'ai anti-anxiolytiques, antidépresseurs. J'ai diverses choses, on va dire, qui me calment et qui calment mes crises d'angoisse et qui malheureusement, quand j'oublie un cachet, je ressens un manque. Et je ressens quelque chose qui ne va pas et c'est totalement... ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. J'ai changé 2 fois de traitement, donc j'avais un traitement qui a duré à peu près, vraiment quand même. J'ai dû changer mon dernier traitement il y a même pas 3 ans, je dirais 2 ans. Et je pense que ce traitement aussi m'a fait grossir, hein, donc j'ai changé d'anti-anxiolytique, j'ai changé, mais ça, ma psychiatre ne m'a pas fait de transition. Je suis passée d'un traitement à un autre, comme ça. Donc j'ai eu une semaine de douleur intense parce qu'il fallait que c'était comme une drogue, il fallait que ça sorte, voilà, c'est comme si on t'envoie en désintox et que tu dois te désintoxiquer de quelque chose. Bah moi c'était ça. Il a fallu une semaine, encore c'est court, hein, franchement j'ai eu de la chance, pour me désintoxiquer de mon premier traitement et de me réadapter à mon traitement actuel. Je ne vais pas dire ce que je prends parce que c'est totalement privé, mais voilà, je vous dis, anti-anxiolytique, antidépresseur, c'est parfois le seul moyen. Malheureusement, c'est parfois le seul moyen pour stabiliser, pour nous stabiliser, pour... qu'on puisse vivre, tout simplement, qu'on puisse vivre. Et je pense que en me voyant, pourtant j'ai un traitement de cheval, je ne suis absolument pas shootée. Moi, je suis très résistante aux médicaments. J'ai une tête dure, mais tellement dure, vous pouvez y aller. Hein. Pour que je puisse être sonnée, il en faut. Donc vraiment, j'ai la tête excessivement dure et moi pour me sonner, il me faut de la dose. Et là, je ne suis absolument pas shootée. Vous voyez, j'ai commencé à prendre mes cachets tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, avant ma petite douche. Et je ne suis pas sonnée. Donc voilà. Mais on passe parfois par là, voilà. En ce qui concerne mon hypersensibilité, je n'ai jamais caché que j'étais hypersensible, mais beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. L'hypersensibilité, c'est encore excessivement tabou. C'est encore
voilà, c'est... Ah, t'es trop sensible. Ben non, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont hypersensibles et bah, que c'est pas de leur faute, tout simplement. On est hypersensible, c'est comme ça. C'est pas un truc où... oh, c'est pas normal. Non, 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 non. Bref, je sais pas... c'est comme les crises d'angoisse, c'est dans sa tête. Ouh, voilà. Mais bon... Voilà, l'hypersensibilité, je vais pas trop m'attarder. Je pense que il y a suffisamment de vidéos sur l'hypersensibilité. C'est quelque chose qui me touche. Moi, quand je regarde un film, je suis en émotion totale. Je partage, je suis en cohésion avec le film. Quand j'écoute une chanson, je bois les paroles, je suis en cohésion avec les paroles. C'est des choses comme ça où, en fait, l'hypersensibilité te rend et t'imprègne de toutes ces émotions, de tout ce qu'on véhicule à travers la musique, les films. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment un bienfait, je trouve, quand même, parce que ça nous permet aussi d'évacuer, voilà. Je vais parler très brièvement de troubles alimentaires, mais brièvement, parce que j'ai un trouble alimentaire qui est l'hyperphagie. Nous avons l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie. Donc, ce qui veut dire l'anorexie, vous savez tout ce que c'est, j'espère, hein, je pense que voilà. La boulimie, c'est manger, manger, manger et se faire vomir. Et l'hyperphagie, c'est se goinfrer. C'est vraiment totalement manger, mais en fait, manger. Genre comme si vous n'aviez pas eu à manger depuis une semaine. C'est manger à outrance, à outrance, à outrance, à outrance, à outrance. Je sais pas au nombre de glaces où j'en suis aujourd'hui. Je ne préfère pas le compter et le dire. Mais ce n'est pas se faire vomir. Parce que voilà, c'est quelque chose que je déteste et j'ai pas envie. Voilà, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement. Donc je fais de l'hyperphagie jusqu'à ce que j'ai mal au bide et que je prends un Vogalib ou un Gaviscon et je suis là, putain, j'ai trop mal au bide. Mais je ne vais pas aller me faire vomir. Voilà, c'est pas du tout. Vraiment, c'est... Mais je pense que ça vient aussi de mon parcours de vie, de totalement avoir le frigo qui est totalement plein, d'avoir la nourriture à portée de main. Et c'est vraiment quelque chose qui... C'est un parcours de vie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est totalement privé. Mais j'ai besoin de manger. J'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de fitness, de musculation surtout parce que la musculation c'est ce que j'adore. Et j'ai rencontré mon amoureux actuel, mon amour. Et du coup j'ai repris tous mes kilos parce que naturellement tu te mets en couple, tu te mets bien. En plus il aime manger comme moi, il adore manger. Donc vous voyez, un couple de bons bouffeurs, vous voyez, et bah on a pris le même nombre de kilos tous les deux ensemble. C'était beau, c'était ensemble au moins. Et maintenant j'en suis à un niveau où je ne suis pas excessivement complexée. Mon problème c'est les vêtements. Je suis bien dans ma peau, j'ai pas envie de me remettre au sport personnellement parce que c'est pas ce que je vise. Je pense que je me suis trop usée au sport. Trop usée. Je me suis énormément affamée pour maigrir, donc c'est pas du tout quelque chose que je vous conseille. Vraiment pas. Ne vous gâchez pas la vie avec le sport, avec des choses qu'on vous dit sur YouTube, qu'on vous dit, qu'on vous partage. Faut avoir des justes milieux et en fait j'ai tellement forcé. J'ai perdu, hein. Je suis arrivée à 48 kilos. C'était magnifique, je me trouvais tellement belle et je me souviens que mon cher et tendre m'a montré une photo de notre premier Noël. Je me suis vue, j'étais là mais je suis anorexique. J'étais mince, je me voyais pas comme ça et je me trouvais encore trop grosse. Mais j'étais là mais j'ai des bras en spaghetti, c'est ultra moche. J'étais arrivée à un extrême où j'étais moche, c'était horrible. Et là je me sens mieux. Franchement, j'ai pas particulièrement de problème avec mon poids.
Non, ça va. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à m'habiller. Je ne sais pas ce qui va m'aller. J'ai trop du mal à m'habiller. Moi, ça n'a jamais été mon fort. Je suis pas douée pour les relookings, pour savoir quoi mettre avec quoi. Non, je suis nulle à chier. Donc, bah, je mets des choses assez larges, comme d'habitude. Et même quand j'étais excessivement mince, je me trouvais déjà très grosse et je mettais des vêtements très larges. Ma pauvre, n'importe quoi. Mais là, oui, j'en suis au stade où je mets des robes assez larges. Je déteste me mettre en pantalon parce qu'on voit trop mes cuisses. Je déteste mes cuisses, je déteste mes fesses. C'est quelque chose, en fait, je trouve que quand je me mets en pantalon, surtout en slim, je déteste ça. Moi, je suis plutôt style baggy, style mom. J'adore les moms, Et franchement, quand je me mets en slim, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Non, change-toi, trouve-toi une robe et vite. Voilà. J'en suis à peu près là au niveau de mon poids et au niveau de comment je ressens les choses. Après, alors, nous allons arriver à la partie travail. Ça sera la dernière partie de cette vidéo, j'espère. Bon, je pense qu'elle sera assez longue, hein, je suis désolée, mais je pense que c'est un sujet qui est tellement important à parler. Vraiment très très important à parler. J'ai eu une chance folle. Oh, j'ai la petite pochette qui me gâche la vie. J'ai eu une chance folle. Vraiment une chance incroyable d'avoir été et qu'on me mette dans cette structure qui s'appelle un ESAT. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller chercher sur internet. J'aurais bien voulu chercher et vous dire une description, mais je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Un rototo. Mais je filme avec mon téléphone, donc c'est pas possible. Non. Alors un ESAT, c'est un établissement qui accueille des personnes handicapées. Donc quand je dis handicapées, il y a des handicapés lourds, mais beaucoup moins aujourd'hui, des handicaps physiques et des handicaps mentaux. Et nous sommes, on va dire, dispersés dans une structure qui nous permet d'avoir du travail, qui nous permet d'avoir un salaire tous les mois, dans lequel nous sommes encadrés, nous sommes, j'ai une chance folle d'être dans ce milieu. J'ai aucun problème, j'ai une chance folle et je n'ai aucune honte à le partager. J'ai commencé, donc nous avons plusieurs ateliers. Donc à l'époque, nous avions une blanchisserie. On faisait le linge de l'hôpital, de beaucoup de maisons de retraite. Espace vert, conditionnement, bois et maintenant bois durable. Donc c'est mon atelier actuel et nous avons aussi ce qu'on appelle le MHL, donc c'est l'entretien des locaux. J'ai fait partie pendant des années à la blanchisserie, un atelier que j'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé cet atelier. On était vraiment une grande famille. C'est comme ça. Hein. C'est ça aussi les AD. C'est à chaque atelier, on est une famille. C'est un peu une famille, mais des fois, bon, bien sûr, il y a des clashs comme dans tout travail. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais nous étions une famille. J'ai des très bons moments. Des très bons souvenirs. Et voilà, donc nous avons des... quand je suis arrivée, il y avait encore quelques handicaps physiques. Donc des handicaps au niveau de la main, par exemple. Il y avait une femme qui avait la main qui était retournée comme ceci. Je n'arriverai pas à le reproduire parce que, voilà. Nous avions quelqu'un qui avait un problème au bras, donc il ne pouvait que se servir d'une main qui était plus valide que l'autre. Voilà, il y avait des handicaps un peu plus physiques. Et maintenant, je dirais que cette nouvelle génération qui est arrivée, parce que maintenant, on a une toute nouvelle génération qui est arrivée, je les appelle les petites jeunes. Voilà, la 18, vingtaine, qui est arrivée. Et on va dire que maintenant, c'est plus des handicaps qui sont mentaux.
mentaux, je vais pas dire, voilà, personne n'est fou là-dedans, hein, on n'est pas fou. On a des parcours qui sont de vie, qui sont totalement différents. Donc, ce qui est que nous avons des difficultés différentes à chacun d'entre nous. C'est des difficultés... on ne connaît pas les parcours des vies des gens, ça ne nous regarde pas de toute façon, et nous avons chacun des difficultés, et c'est pour ça que nous sommes dans ce milieu, c'est pour qu'on soit encadré. Au niveau du travail, nous avons ce que nous appelons des moniteurs, donc des moniteurs d'atelier. C'est eux qui nous encadrent au niveau du travail, donc ils sont là pour nous faire grandir au niveau du travail, pour nous faire passer, par exemple, excusez-moi, des petits paliers. Et justement, les AT, c'est un milieu qui normalement devrait nous conduire vers le milieu ordinaire, parce que nous, on appelle ça là-bas le milieu ordinaire. C'est pas un terme que j'aime énormément parce que voilà, dans des milieux ordinaires, il y a aussi des personnes qui ont des handicaps physiques. On a tous quelque chose qui ne va pas forcément, mais c'est totalement... Donc voilà, j'ai fait partie de la blanchisserie pendant de très nombreuses années, ça a été des très bons souvenirs. Après, j'ai fait partie des MHL, donc de l'entretien des locaux, j'ai dû bosser 2 à 3 ans. Donc c'est quand même du travail, c'est vraiment, c'est pas de la pâquerette. Par exemple, voilà, on est dans on va à l'extérieur, on va, par exemple, faire le ménage dans des locaux, des bureaux, voilà, c'est vraiment quelque chose, on nous sort de l'extérieur, en fait, on nous sort de l'intérieur, pardon. Et maintenant, je suis à Bois-du-Rad, donc c'est une usine de bois, et je suis tellement fière d'être dans cet atelier parce que c'est vraiment un atelier qui est excessivement détaché parce que nous sommes dans une usine ordinaire. Et ils nous accueillent, le patron accueille justement des personnes qui sont en état d'handicap, donc qui ont, voilà, qui sortent des ESAT, pour nous faire travailler et nous faire découvrir ce que c'est aussi une usine ordinaire. Je mets toujours des guillemets parce que c'est pas, voilà, c'est pas trop un terme que j'apprécie. Et vraiment, ça se passe très bien. On est capable de travailler, en équipe, on est capable de, voilà. Je suis rentrée dans cet atelier en étant totalement moi-même. Je n'ai pas eu de reproches sur mon poids parce que j'ai eu des périodes de pic, donc comme je vous ai dit, on m'a vu très maigre et là on me voit beaucoup plus grosse, donc effectivement c'est pas toujours très gentil, ou pas, c'est pas très gentil, mais c'est pas très comment dire, appréciable quand on dit que t'as grossi. Enfin, je pense que c'est tout le monde ça, hein, voilà. Et je me suis sentie vraiment acceptée par cette équipe et j'ai vraiment des collègues géniaux. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc mon travail consiste en gros à soulever des planches, à en fait empiler des planches pour que ça passe au four. Donc en gros c'est le bois durable là où je travaille, c'est du traitement de bois, mais en fait sans traitement. En gros le bois est chauffé à la vapeur, le bois est chauffé à l'eau en fait. C'est tout un mécanisme et c'est pour ça que c'est du naturel. C'est vraiment totalement naturel. Bon, ça coûte un petit peu plus cher, je pense, le bois où je suis. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je porte des planches, on empile des paquets, on dépile des paquets, on se marre entre-temps. Voilà, c'est très bien. En plus, on mange là-bas. On a une espèce de petite... moi, j'appelle ça une petite roulotte. Enfin, pas une petite roulotte, hein. Espèce de petit cabane. Non, je sais pas comment dire, mince. Ah, je sais pas.
Bref, c'est trop sympa. On a vestiaire fille, vestiaire garçon et on a le centre où on mange tous ensemble le midi. Donc du coup, on ne retourne pas à l'exact. On est vraiment une équipe totalement en extérieur. En gros, on vient à l'ESAT le matin et à peine on a le temps de fumer ou de dire bonjour qu'on repart dans les camions et qu'on part au travail durant toute la journée. On mange là-bas, on fait notre travail et tout. C'est génial, moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose d'encore plus extérieur, on va dire entre guillemets, et j'apprécie énormément. C'est vraiment quelque chose, mais nous sommes toujours accompagnés par des moniteurs. Moi j'en ai 2. En général, bon ça dépend parce qu'en espace vert ils ont plusieurs équipes, donc ils ont plusieurs moniteurs, mais ils vont aussi en extérieur, ils font des chantiers comme l'hôpital, vers McDo, enfin franchement il y a des trucs vraiment, voilà, il y a de la tonte, il y a tout, voilà, c'est vraiment du travail ordinaire finalement. Mais sauf qu'on est encadré par des gens qui veulent nous pousser vers le haut, qui veulent nous faire fleurir, j'ai envie de dire, voilà. Et ça, c'est top. Alors, j'avais envie de parler aussi d'une partie de notre vie privée. Comment on vit notre vie privée en étant dans ce genre de milieu? C'est très simple. Il y a plusieurs organismes. Il y a plusieurs... Tout à l'heure, je l'ai pensé sous la douche et je me suis dit, faut pas que j'oublie ce mot. Structure, voilà. En gros, nous avons, on va dire, une structure qui est structure foyer. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne peuvent pas vivre sans éducateurs. Donc les éducateurs, c'est encore autre chose. C'est des personnes qui sont là pour nous éduquer, entre guillemets, et qui sont là pour un autre chemin de vie. Tout simplement, qui sont très présents pour le chemin de vie, qui sont là pour les rendez-vous médicaux, qui sont là, bon, je vais pas rentrer dans les détails des gens parce que je sais certaines choses, mais je vais pas vous les partager parce que c'est privé, ça fait partie de leur vie, et voilà. Donc c'est le foyer, on va dire, c'est ce qui est le plus rapproché. En gros, c'est vraiment une structure qui est vraiment englobée. Enfin, ils sont en sécurité, vraiment, ils sont vraiment bien encadrés. Voilà, c'est des personnes qui ne peuvent pas vivre en extérieur. Après, on a une structure que j'ai été, qui est sous le terme de studio. En gros, là, on a beaucoup plus d'indépendance. Donc, on vit dans des studios de 22 mètres carrés, si ma mémoire est bonne. Et moi, j'ai très très bien vécu. J'ai vécu quelques années dans mon studio et j'étais très bien. On a des éducateurs aussi, mais c'est un peu plus relâché. Là, on va dire que c'est plus une question de sécurité. Voilà, c'est plus une question de sécurité pour la personne. La personne qui va avoir besoin et qui va avoir cette envie de sécurité va préférer aller dans ce genre de milieu. Et c'est des gens qui nous aident, qui à l'époque qui nous emmenaient en course, voilà. Les gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont des voitures. Mais maintenant, tout le monde a des voiturettes. Là où je travaille, c'est top parce que voilà, ils conduisent. Il y a des gens qui conduisent. Moi, je ne conduis pas, j'ai pas mon permis, j'ai même pas de voiture. J'ai une trottinette, c'est tout. Voilà. Et c'est des gens vraiment, voilà, qui sont en autonomie. Par contre, vraiment, il y a de l'autonomie. On n'est pas totalement englobé, vraiment bien. C'est vraiment quand on a besoin et voilà, on fait nos courses nous-mêmes, mais voilà, c'est quand on a besoin pour des rendez-vous, pour des papiers, pour des choses quand même qui demandent un peu plus d'attention. Et bah là, on peut faire appel à un éducateur. Nous avons encore une troisième structure qui là est encore beaucoup plus large. Donc là, c'est ce qu'on appelle les externes. Donc les externes, en gros, vivent en extérieur, en maison, en appartement totalement extérieur. Mais qui ont un suivi encore plus, on va dire, libre. Vraiment un suivi, j'en ai fait partie pendant 1 an, mais j'ai pas eu de besoin en fait. Qui ont un service encore plus libre. Donc ils ont des rendez-vous, je sais pas tous les combien, avec leurs éducateurs, je ne sais pas, je me rappelle plus, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais c'est encore beaucoup plus large. On a vraiment un suivi qui est plus large parce qu'on est
en autonomie. Les gens qui sont en extérieur ont encore beaucoup plus d'autonomie. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis totalement externe. J'habite avec mon amoureux dans un appartement et je n'ai aucun suivi éducatif. Donc, parce que moi, je n'ai plus ce besoin. J'avais ce besoin à une époque parce que je commençais ma vie, je commençais à travailler, donc j'avais besoin. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais maintenant, je suis totalement externe et je n'ai aucun suivi éducatif et ça fonctionne très bien. Je suis très bien, je vis très bien. Je vis avec un homme qui travaille dans un milieu extérieur, je ne l'ai pas du tout rencontré dans un ESAT. Ce fut un total hasard parce que j'étais inscrite à la salle et c'était mon coach sportif. Donc voilà, c'est beau comme histoire. Le coach sportif et l'élève qui tombe amoureux. Non voilà. Bref, nous nous sommes rencontrés comme ça. Je lui ai jamais caché. Je lui ai toujours dit dans lequel milieu je travaillais. Je lui ai toujours dit, je lui ai parlé de mes crises d'angoisse. Je lui ai jamais caché quoi que ce soit. Il sait très bien. Il a tout de suite comment j'étais parce que c'est très important de dire à la personne avant de s'engager, de dire oui, j'ai ce parcours de vie là, j'ai vécu ça, je travaille là, je peux avoir des crises, enfin voilà. Et c'est quelqu'un qui est merveilleux, je ne pouvais pas tomber mieux, qui m'aide énormément parce que je suis assez flemmarde. Il faut bien le dire. Donc il m'aide énormément, il me soutient énormément et ça se passe très bien. Nous avons deux caractères qui sont totalement différents. Mais ça match très très bien et voilà. J'ai aucun... Il y a pas de problème, quoi. Voilà, tout va très bien dans le meilleur bonheur du monde, voilà. Donc, je vis dans un appartement de 73 mètres carrés, donc ce qui est pas mal. Je vise peut-être un jour une maison, je ne sais pas. Bon, là, c'est encore loin, je pense, mais parce que je suis très bien dans mon appartement et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de changer. Et mais sinon, ça se passe très bien. Il y a des gens, voilà, dans mon milieu qui habitent en maison, qui ont aussi des enfants. Il ne faut pas croire que dans ce milieu, nous n'avons pas le droit de faire des enfants. Si on a le droit à avoir une relation amoureuse, même une relation entre deux personnes du milieu, et on a le droit d'avoir des enfants, on a le droit d'avoir notre vie. On a notre vie, on est humain et on a notre vie. Et ça, voilà, c'est pas du tout quelque chose de hyper fermé comme ça pouvait être à l'époque en 1980 ou 70, j'en sais rien, mais maintenant c'est tellement libre, en fait, on a vraiment le droit, je veux dire, pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une maison, d'avoir des animaux, d'avoir un enfant, d'avoir une relation durable? Il n'y a pas de raison, en fait. Voilà, il n'y a pas de raison contre ça. Donc voilà, j'ai des collègues qui sont en couple, qui sont fiancés, j'ai eu des collègues qui étaient mariés, j'ai des collègues qui ont des enfants, voilà. J'ai des collègues qui ont des enfants et qui s'en sortent très bien et voilà, c'est tout simplement. Mais nous avons des chemins de vie totalement différents. Je crois que la vidéo est assez longue et franchement, ça me fait du bien. J'ai une pression au moins. Franchement, je trouve que cette vidéo est tellement importante, s'il vous plaît. Mais même pas pour ma notoriété, mais vraiment partagez-la. C'est une vidéo qui est hyper importante et qui peut aider à faire comprendre aux gens beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vraiment, partagez cette vidéo. Vraiment, partagez-la. Partagez-la. Vraiment, s'il vous plaît, partagez-la. Elle est très importante. À mes yeux, elle est très importante pour faire comprendre aux gens, des fois, les parcours de vie.
En tout cas, nous nous retrouvons parce que je vous avais vu la pile de cartons que je me paye. Donc nous nous retrouvons demain pour enfin pour moi parce que je vais faire un crash test. Je pense que je vais commencer par chez Martine Cosmétiques parce que j'ai trop hâte. Et je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.